Vous le voyez, on n'y est pas. Alors, je compte sur vous. Après d'âpres négociations, l'Union européenne s'est dotée de nouveaux visages à sa tête. Nouveaux visages, mais continuité idéologique pour des institutions toujours partagées par les mêmes factions politiques. Empêtré dans un dialogue de sourds avec les nationalistes corses, le Premier ministre Édouard Philippe s'est rendu ce mercredi sur l'île de Beauté. Objectif, renouer le contact tout en esquivant les sujets qui fâchent. À 9 mois des élections municipales, le parti présidentiel se met en branle pour préparer les scrutins locaux. Une tâche d'ampleur pour laquelle la majorité devrait miser sur des nouvelles têtes d'affiche et le débauchage d'élus de droite comme de gauche. Madame, Monsieur, bonsoir. 3 jours de négociations pour un compromis. Bruxelles s'est enfin dotée de ses figures de proue. Malgré des élections européennes qui ont fait la part belle aux eurosceptiques, ces derniers n'ont pas véritablement pu peser sur les décisions. Olivier Frère-Jacques. Des nominations surprises qui n'en sont pas. Les institutions européennes se sont dotées de nouvelles têtes d'affiche après 3 jours de négociations. Une Allemande prendra la tête de la Commission, Ursula von der Leyen, de la CDU d'Angela Merkel. Un choix salué en France par La République En Marche et les Républicains. La Française Christine Lagarde prend pour sa part la tête de la Banque Centrale Européenne, la BCE. Ex-UMP et ministre de Jacques Chirac puis de Nicolas Sarkozy avant de prendre la tête du Fonds monétaire international. Cette dernière a par ailleurs été condamnée pour négligence dans un arbitrage très favorable à un certain Bernard Tapie. C'est donc un duel franco-allemand qui est mis à l'honneur et qui consacre une forme de compromis entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. Du côté du Parlement, c'est le social-démocrate italien David Sassoli qui a été élu par ses pairs. Ce dernier a été élu avec les voix des socialistes, des libéraux et du PPE qui forment une sorte de grande coalition centriste écartant de facto les Verts et évidemment les populistes. Du côté du Conseil européen, c'est l'insipide belge libéral réformateur Charles Michel qui prend les commandes, lui qui fut Premier ministre du Royaume de Belgique pendant un peu moins de 5 années. À ces nominations de premier plan, il convient d'ajouter le remplacement de l'italienne Federica Mogherini aux affaires étrangères par le social-démocrate espagnol Josep Borrell. Des nouvelles têtes qui ne sont donc pas vraiment nouvelles et qui font la part belle à la parité, ce qui constitue en quelque sorte un lot de consolation et un gris-gris médiatique à agiter pour les dirigeants européens qui ont connu toutes les peines du monde à s'entendre pour attribuer ces postes. Illustration, s'il en faut, de l'état de tension qui règne entre les traditionnels partenaires européens qui ont vu les populistes accroître considérablement leur présence au sein du Parlement. Les populistes, justement, souverainistes et patriotes, qui constituent ce qu'il convient d'appeler le bloc eurosceptique, à la bannière identité et démocratie, ont d'ailleurs assisté à ces nominations en spectateurs. En dépit de percées électorales dans de nombreux États, ces derniers ne pèsent rien dans ce genre de décision institutionnelle. Après des élections européennes qui ont suscité un certain intérêt des opposants à Bruxelles, ces nominations ainsi que le vote pour le président du Parlement ont finalement rappelé tout le monde à la réalité. C'est toujours une grande coalition centriste qui dirige l'UE et qui la dirigera sans partage pour 5 ans. Les écologistes, eux, devront se contenter des miettes, quand les eurosceptiques peineront tout bonnement à exister, tout au moins en matière législative. Déplacement corsé pour Édouard Philippe. Pour la première fois, le Premier ministre s'est rendu ce mercredi sur l'île de Beauté pour rencontrer les dirigeants nationalistes. L'exécutif espère renouer le contact sans pour autant changer son fusil d'épaule. Thibaut Bastide. Édouard Philippe en terrain miné. Ce mercredi, le Premier ministre s'est rendu en Corse afin de désamorcer les tensions persistantes avec les responsables nationalistes de l'île de Beauté, à savoir le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, et le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni. Un déplacement périlleux pour le chef de l'exécutif alors que le dernier tête-à-tête remonte au 2 juillet 2018, lors d'une rencontre à Matignon que Jean-Guy Talamoni avait boudé. Au cœur des
tensions, la fin de non-recevoir adressée aux revendications fondamentales des nationalistes, co-officialité de la langue corse, création d'un statut de résident, rapprochement des prisonniers corses, inscription de la Corse dans la Constitution et plus généralement une autonomie accrue. Un an plus tard, malgré la crise des Gilets jaunes et le grand débat qu'Emmanuel Macron a choisi de conclure en Corse, la situation n'a guère évolué et les désaccords de fond sur l'avenir de l'île ont même eu tendance à se propager sur d'autres dossiers théoriquement moins clivants entre Bastia et Paris. Ainsi, la venue de 2 jours du Premier ministre pourrait permettre de renouer un contact perdu alors que le référé introduit par le préfet pour obtenir la suspension d'un contrat conclu par la collectivité pour l'installation de la fibre Internet dans l'île a été perçu comme une déclaration de guerre par les dirigeants corses. En guise d'apparente bonne volonté, Édouard Philippe a rencontré les 2 dirigeants ce mercredi à Bastia. Un rendez-vous attendu de part et d'autre, mais avec des objectifs différents. Si Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni espèrent faire plier le gouvernement, de son côté, Édouard Philippe a joué une toute autre partition. En effet, afin d'éviter le dialogue de sourds, le Premier ministre a déplacé la lumière sur d'autres sujets économiques et énergétiques. Sur la table, plusieurs programmes concrets, le plan d'investissement dans les compétences, le déploiement de la stratégie pauvreté, les programmes de revitalisation de centre-ville, Action Cœur de Ville à Bastia et Ajaccio. Une façon également de tordre le bras aux dirigeants nationalistes s'ils veulent faire avancer les dossiers d'urbanisme en Corse. Ainsi, en jouant la carte de l'aide financière accordée à ceux qui lui font allégeance, le gouvernement espère bien arriver à ses fins. Le tout alors que plane l'ombre des prochaines élections municipales. Et justement, la République En Marche met le cap sur les élections municipales de 2020. 2 mois après une 2e place aux européennes, la majorité se verrait bien créer la surprise aux élections locales. Olivier Frère-Jacques. La République En Marche s'attaque aux élections municipales. Partout en France, les tractations ont débuté pour préparer ce rendez-vous électoral primordial pour l'avenir du parti présidentiel. Pour ce scrutin, le parti d'Emmanuel Macron fait office d'outsider, une position due à la récente création du mouvement qui a vu le jour en 2017, une donnée qui avantage la formation En Marche. Loin de se situer au-delà des partis, dans l'esprit de la Constitution de la Ve République, le président s'active dans ce dossier électoral. Ainsi, Emmanuel Macron multiplie les rencontres avec les élus, mais aussi avec des spécialistes de la politique, censés lui donner les conseils nécessaires pour réussir à tisser sa toile sur tout le territoire. Lors de ces réunions, le président porterait une attention particulière aux grandes agglomérations, avec en point d'orgue la capitale. Le président de la République se mue ainsi en directeur de campagne et semble plus que jamais incontournable dans son propre parti. Ainsi, le maire de Lyon, qui l'avait suivi un temps en prenant les rênes du ministère de l'Intérieur, estime que c'est Emmanuel Macron qui choisira personnellement les candidats des grandes villes. À Bordeaux, le candidat LREM Thomas Cazenave avait ainsi rencontré le président avant d'être investi par le parti. À Lyon, la partie s'annonce serrée. On ne sait pas si Emmanuel Macron soutiendra le patron de la métropole, David Klimmelfeld, ou le renégat Gérard Collomb. La route vers les municipales s'annonce d'ailleurs assez mouvementée pour une formation politique très parisienne et qui voit 2 visions du scrutin émerger, avec d'une part des stratèges de la capitale qui visent l'efficacité et envisagent des alliances à droite comme à gauche localement afin de l'emporter. Une stratégie qui a le mérite de s'aborder encore un peu plus les navires politiques à la dérive que sont le Parti socialiste et les Républicains. Localement, des membres LREM réunis dans les fédérations, appelées comités locaux, petites mains ou ambitieux, entendent défendre les couleurs macronistes coûte que coûte. Des arbitrages vont ainsi être rendus partout en France et 2 grandes villes sont particulièrement observées, Marseille et Nice. Dans la première, la tête du parti privilégierait une alliance avec la majorité LR sortante, quand dans la seconde, un accord aurait été passé avec Christian Estrosi des Républicains. Mais le député LREM de la 3e circonscription des Alpes-Maritimes, Cédric Roussel, ne l'entend pas de cette oreille et s'est déclaré candidat à l'investiture. De nombreuses villes pourraient d'ailleurs connaître un scénario semblable. Toute la manœuvre consistera pour la majorité à ne pas se couper de sa base, à savoir les premiers alliés en les investissant par exemple, tout en s'assurant des alliances de poids afin de remporter de grandes agglomérations. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Floriane Janin. Carola Rackete libérée. Mardi soir, un juge italien s'est prononcé en faveur de la libération du capitaine du Sea-Watch 3, déclarant qu'un décret italien sur la sécurité n'était pas applicable
aux actions de sauvetage. Carola Rackete avait été arrêtée dans la nuit de vendredi à samedi après avoir forcé l'interdiction des gardes-côtes italiens pour ramener 42 clandestins. Après la décision judiciaire, le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini a précisé que Carola Rackete allait faire l'objet d'une mesure d'expulsion vers l'Allemagne car elle est dangereuse pour la sécurité nationale. Les enseignants tentent le tout pour le tout après un appel à la grève de la surveillance des épreuves du baccalauréat le 17 juin dernier sans réel succès. Certains professeurs opposés à la loi Blanquer ont organisé une grève des notes. L'objectif, retenir les notes de l'examen au-delà du délai officiel, de manière à créer un retard dans l'organisation des jurys et éventuellement dans l'annonce des résultats. Un coup de force qui n'aurait trouvé que très peu de répercussions, seulement 2,5% des copies seraient concernées, suffisant cependant pour que certaines académies repoussent le dernier délai pour rendre les notes au mercredi 3 juillet après-midi, alors que la limite avait initialement été fixée au 2 juillet à midi. 13 polissons arrêtés en Île-de-France et à Marseille dans le cadre d'une enquête portant sur les fuites au baccalauréat. Il s'agirait de 7 majeurs et 6 mineurs. Tous étaient candidats à l'examen. Le ministère avait porté plainte le 21 juin et une enquête pour fraude aux examens, abus de confiance et recel de ce délit a été confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Les fuites concernaient les épreuves de mathématiques et le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a affirmé que l'État serait d'une rigueur implacable avec les tricheurs, oubliant peut-être qu'il ne dispose pas de pouvoir judiciaire en vertu de la séparation des pouvoirs. Gageons que la période de l'été lui permettra de réviser ses cours de droit. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi sur la reconstruction de Notre-Dame. C'est dans un hémicycle peu garni que les députés ont entériné ce texte qui déroge au Code du patrimoine et aux traités internationaux. La France insoumise et quelques députés indépendants ont tenté de faire passer des amendements contre le projet en vain. Les députés candidats à l'élection présidentielle, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, étaient eux absents pour ce scrutin. Délation, censure et police de la pensée sur Internet. L'examen de la proposition de loi Avia censée lutter contre les cyberdiscours de haine a débuté ce mercredi. Porté par le député de Paris, La République En Marche, Laetitia Avia, qui s'était distinguée au début de son mandat en mordant un chauffeur de taxi, le texte devrait passer sans difficulté. Le texte prévoit de donner des pouvoirs exorbitants aux géants du numérique qui se verront investis du pouvoir régalien de police sur les contenus. Un référendum pour ADP. Selon un sondage YouGov, 75% des Français sont prêts à signer une pétition pour réclamer l'organisation d'un référendum sur la privatisation des aéroports de Paris. Cependant, les paroles ne sont pas suivies d'actes. 3 semaines après l'ouverture du recueil des signatures, seulement 10% des 4,7 millions de signatures indispensables pour ouvrir la voie au premier référendum d'initiative partagée ont été recueillies. Concernant la privatisation de la Française des Jeux, là encore, les Français y sont opposés, mais dans une moindre mesure, 51% des interrogés ont exprimé un avis défavorable. Une épouse du cheikh de Dubaï se réfugie en Allemagne avec ses enfants. La princesse Aya bint Al-Hussein, fille de l'ancien roi Hussein de Jordanie et épouse de Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, a demandé l'asile outre-Rhin. La 6e épouse du petit monarque a quitté l'Émirat avec quelques 40 millions de dollars. De quoi venir pour quelques semaines tout au moins. Si personne ne connaît les raisons de la rupture entre les deux individus, l'affaire provoque des petits remous diplomatiques entre Berlin et Dubaï, la nation germanique refusant de renvoyer son épouse à la maison ou
au palais. La princesse aurait d'ailleurs choisi l'Allemagne comme lieu d'exil plutôt que le Royaume-Uni, par crainte d'être expulsée du royaume britannique. Londres disposant de puissants intérêts à Dubaï. Une affaire qui vient un peu plus écorner l'image de ces petits royaumes dictatoriaux du Golfe. En février 2018, une fille de l'émir avait déjà fui les maltraitances du chef d'État avant d'être rattrapée par la marine indienne qui la ramena dans l'émirat où elle est à présent considérée comme une malade psychiatrique. Une bien vilaine actualité pour Dubaï, plaque tournante des valises de cash, issues de trafic en tout genre et autres activités terroristes qui voient à présent les hommes d'affaires étrangers quitter son sol dans un contexte politique de conflit avec l'Iran, alors que l'économie du petit territoire semble menacée. Le Chili, plongé dans le noir mardi, l'épicentre de l'astronomie mondiale a été le témoin d'une éclipse totale de soleil pendant 2 minutes et 36 secondes. Le phénomène a également été visible dans une grande partie du Pacifique ainsi qu'en Argentine. Environ 300 000 touristes scientifiques, chasseurs d'éclipses, passionnés ou simples curieux avaient fait le déplacement dans le nord du Chili qui concerne 45% des observations astronomiques mondiales. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. L'abbé Laguérie est un combattant, supérieur général de l'Institut du Bon Pasteur. L'ancien emblématique curé de Saint-Nicolas du Chardonnay n'a jamais eu sa langue dans sa poche et il le prouve à nouveau. Il y a 1000 connexions par jour. Alors que je ne fais pratiquement plus de pub, j'ai pas le temps, depuis 3 ans. Bon, vous voyez bien qu'il y a une demande, il y a une soif, parce que les gens disent, j'ai appris avec vous, ce sera avec un autre, même tarif, j'ai appris avec vous ce qu'était la doctrine catholique. Bon. Et puis alors ils font, c'est pas le téléphone arabe, c'est le téléphone catholique. Et ben quand ils ont découvert ce qu'était la doctrine catholique, en 32 leçons d'une heure, 1h30 chacune, je suis un peu bavard, et ben ils en font profiter leur famille, leurs amis, etc. Ça fait un peu de tache d'huile. Bon, et puis comme il n'y a plus de catéchisme pratiquement, de manuel, alors maintenant il y a eu le catéchisme de l'Église catholique, 650 pages. Mais enfin vous n'allez pas mettre ça dans la main des enfants de 10 ans. Il faut avoir fait toute sa théologie pour pouvoir lire ce pavé. Il n'y a pas de petit catéchisme comme il y avait autrefois, un petit catéchisme de 80, 100 pages, 120 pages, où vous aviez, sous forme de questions-réponses, à peu près l'ensemble de la doctrine catholique. Tout ça n'existe plus. Alors, il ne faut pas s'étonner que les gens perdent la foi. Et on ne leur enseigne plus depuis 30, 40 ans, 50 ans maintenant. Et puis ce soir, retrouvez également Perles de Culture. Anne Brassier reçoit l'écrivain Alain Gaillard pour ses ouvrages sur Madame de Bonchamp et l'amiral du Chaffaut, puis Rénal Sécher et Arnaud Desminières, les restaurateurs de la chapelle Saint-Pierre-Eslian en Loire-Atlantique, ainsi que François Joly, la propriétaire du Château des Bordes dans la Nièvre. Tout de suite, La France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. J'ai fait une visite la semaine dernière à la sœur unique du fameux Léon, vous savez, notre calculateur prodige, médium, etc. Parce que ça m'intéressait de savoir comment on devient un marginal mystique quand on est surdoué dans la France de Mitterrand, à l'époque où on a commencé à haïr tout ce qui dépassait, et j'ai pas été déçu. Il y a des choses que vous ne
demandais pas à l'intéresser lui-même, évidemment, je n'allais pas lui demander de raconter sa jeunesse à Périgueux, ses dépressions à répétition, les scientifiques qui se penchaient sur le fonctionnement de son cerveau, sa fuite à la campagne, sa femme qui demande le divorce très vite. Mais sa sœur m'a raconté tout ça elle-même lors d'un repas très amical où elle avait l'air de me dire de prendre soin de lui au village. Mais j'en parlerai un autre jour, car la grande nouveauté de cette journée, c'est que mon hôtesse était mariée à l'un des adjoints de la ville, une ville moyenne près de Toulouse, et que ce type, son mari donc nommé Maxime, était un habitué de la chronique de Campagnol. Il m'a dit « C'est dommage que vous ne parliez que de village, parce que la gestion des villes comme la mienne mériterait un bon coup de projecteur. » Je lui ai donc proposé de faire l'éclairagiste, lui-même je veux dire, et il m'a dit « Moi je veux bien, je vous parlerai des problèmes que nous avons. » Et donc après le repas, il a absolument tenu à me faire le tour de cette ville où il était né, d'un père chef d'orchestre et d'une mère ex-bonne sœur, ce qui ne s'invente pas. Nous avons donc visité les allées, le parc public, son kiosque à musique, le musée consacré à un peintre dont je vous dis pas le nom, parce que ce serait trop facile ensuite de deviner la ville. Nous avons longé les quartiers dits sensibles, les zones commerciales trop luxueuses et traversées de silhouettes noires, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai jeté un œil sur le sommet des fenêtres au centre-ville où l'on voyait des figures de déesses comme à Vienne ou à Prague. Et tout ça, c'était la France profonde, celle qui a enjambé le 19e siècle à l'écart des grandes routes sans trop de dégâts, celle qui a sommeillé pendant la quasi-totalité du 20e et qui se réveille aujourd'hui en terre inconnue, si vous voyez ce que je veux dire encore. Et nous allons appeler cette ville, si vous voulez bien, Villeneuve. D'abord parce que elle a pas mal d'homonymes en France, mais aussi par dérision parce que c'est une ville au contraire très ancienne, avec des immeubles un peu noircis, avec des loges de concierge, des airs de vieille Europe, avec un centre-ville du XIIe siècle et des bâtiments qui ont vu passer des gens en haute forme et aussi une droguerie centrale avec un lettrage années 50 très joli et un cinéma appelé le Majestic. Mais aussi parce que toute la vulgarité de l'ère Mitterrand-Chirac s'est abattue sur cette vie sociale paisible et parce que les élus sous Sarkozy ont commencé à nous parler d'enjeux, comme tous les esprits faibles, ce qui voulait dire qu'il fallait mettre la ville au niveau de la modernité la plus brutale. Et pendant qu'ils tenaient ce discours, ils ont laissé la terre entière envahir la vie sociale, ou ce qu'il en reste, ou ce qu'il en restait, ce qui fait que désormais, le maire a toutes les peines du monde à renouer avec le passé glorieux de cette cité, parce que elle a été tout exprès transformée en zone de transit. Et mon informateur, qui est toujours adjoint au maire, à 68 ans, est spécialement chargé de la culture en plus, ce qui promet de jolis témoignages. Je vous tiendrai donc au courant de tout ça, parce qu'il m'a promis de dériver vers Campagnol une partie des sujets d'indignation qu'il rencontre. D'autant m'a-t-il dit que vous n'avez pas l'air au courant, mais dans les villages comme le vôtre, les villes à problème comme la nôtre, ont reçu mission désormais d'exporter leurs cas sociaux. Les offices HLM veulent implanter les Afghans et les Somaliens chez vous, c'est déjà dans les cartons. Du coup, si vous le voulez, nous allons examiner scrupuleusement le contenu des cartons, avec l'aide du beau-frère de Léon, ce Maxime dont je viens de vous parler, et qui porte très bien son nom parce qu'il mesure 1,90 m. Abonnez-vous, merci. Que s'est-il passé le 22 juin dernier au soir à l'Hôtel de Ville de Paris? Anne Hidalgo a-t-elle convoqué ses collaborateurs pour travailler toute la nuit sur un plan de sécurisation de la capitale? Ou sur un plan de réduction des saletés de la capitale? Ou sur un plan de circulation permettant aux Parisiens et aux Franciliens de circuler à peu près normalement dans la capitale? Oh, que non, ça pour sûr, ma bonne dame. Ah non. Anne Hidalgo n'a pas passé sa soirée et sa nuit du 22 juin dernier à l'Hôtel de Ville sur ces sujets, ou sur tant d'autres, permettant de rendre aux Parisiens la vie plus facile. En fait,
Elle a ouvert les magnifiques salons de réception du magnifique hôtel de ville de Paris à un événement d'une importance exceptionnelle que nous nous réjouissons d'avoir payé par nos impôts. Elle a accueilli dans ce splendide bâtiment le grand bal des fiertés, le bal LGBT, le grand bal des fiertés. Ce grand bal était vraiment très important, car il est très important d'être fier d'être homosexuel et de le proclamer haut et fort. Soyons clairs, il serait invraisemblable d'organiser un grand bal des fiertés hétérosexuelles, car franchement, il n'y a pas de quoi être fier d'être hétérosexuel. En revanche, il faut afficher sa fierté d'être homosexuel par un immense bal. Donc, Dame Hidalgo a ouvert les merveilleux salons de l'Hôtel de Ville, je devrais dire nos merveilleux salons de l'Hôtel de Ville, à la puissante et dictatoriale mouvance LGBT, avec le soutien de la région Île-de-France et donc avec le soutien de Valérie Pécresse, qui décidément nous aura tout fait. Évidemment, les grandes autorités religieuses et morales, qui sont pour la puissante mouvance LGBT les ennemis à abattre le plus vite possible, n'ont pipé mot sur cette soirée aberrante à tous égards. Leur soumission à cette dictature mondiale est totale, nous le savons. La morale de cette histoire est très simple. Les déconstructeurs mondiaux agissent publiquement ou secrètement avec une intelligence remarquable et utilisent au mieux les ressources politiques, financières, intellectuelles ou médiatiques illimitées dont ils bénéficient. À l'inverse, ceux qui devraient leur être opposés se soumettent, se cachent, tremblent de peur à l'idée de les affronter. Ainsi donc, la mouvance LGBT gagne tous les combats de destruction qu'elle mène depuis des dizaines d'années et continuera à les gagner tant que ses adversaires agiront comme ils le font, c'est-à-dire tant qu'ils n'agiront pas. En Hongrie, le président Orbán a déclaré la guerre à cette mouvance et gagne combat sur combat. Il est donc possible de le faire, mais n'est pas Orbán qui veut. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.